Je dois faire mes devoirs. Je fais mes devoirs. Je ne peux pas faire mes devoirs. La seule différence entre ces phrases, c'est la modalité. Et ça tombe bien, parce que demain il y a un contrôle d'anglais sur la modalité et les modos. Qu'est-ce qu'il faut réviser du coup? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise? À quoi ça sert? Il y a quelques subtilités. Et enfin, on va les lister pour bien revoir un par un et vérifier qu'on a compris leur valeur. D'abord, les modos, c'est quoi? Parce qu'il s'agit d'abord de ne pas confondre ça avec le modérateur d'un forum internet, vu que ça n'a absolument rien à voir. Le modal, ou auxiliaire de modalité si on a envie de faire 3 mots à la place d'un dans une expression écrite, c'est un mot invariable, qui peut donc pas se conjuguer, qui peut pas s'accorder, invariable, et qui a plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est employé. Le modal, c'est une nature de mot, comme un verbe, un nom, un adjectif ou un adverbe. Par conséquent, il est que modal, il ne peut pas être autre chose en même temps. Donc si dans une phrase vous voyez un mot qui est un verbe, il ne peut pas être un modal aussi. Comment ça s'utilise? Le modal, ça se place dans une phrase évidemment, entre le sujet et le verbe. La règle qui est la plus importante à retenir, c'est que le modal est toujours suivi d'une base verbale. Et le moyen mémotechnique à retenir pour ça, c'est écrit en très gros, modal rime avec base verbale. Répétons-le tous ensemble, modal rime avec base verbale. Pourquoi c'est vrai? Parce que comme le dit Vitruvius dans La Grande Aventure Lego, all this is true because it rhymes. C'est vrai parce que ça rime. Et tout ce qui rime est forcément vrai. Ça sert à quoi? Parce que c'est bien joli d'apprendre une liste de mots, et croyez-moi, il y en a, on va le voir tout à l'heure. Mais si on ne sait pas à quoi ça sert, c'est un peu inutile. Ça sert à ajouter de la modalité. Même question, ça sert à quoi la modalité? Ça permet de nuancer le propos, de rajouter quelque chose en plus dans une phrase. Par exemple, je mange une pomme. J'ai absolument aucune modalité là-dedans. C'est une affirmation, il n'y a rien. J'ajoute une modalité. Je dois manger une pomme. Là, j'ai une obligation. Ça, c'est de la modalité. Par rapport à ma phrase initiale, j'ai rajouté la notion d'obligation. Un autre exemple, je peux manger une pomme. Là, en fonction de mon contexte, soit j'ai rajouté la possibilité, c'est possible que je mange ça ce soir, soit la capacité, je suis capable de manger ça, soit la probabilité, c'est possible, soit ça, soit autre chose. Donc vous voyez, déjà en 2 mots, doit en français et peut dans la deuxième phrase, j'ai 4 modalités possibles. Mais en français, on n'a pas de modo. On a des expressions, des verbes qui peuvent nous faire passer la notion de modalité, mais on n'a pas de modo. En anglais, par contre, on en a. Il y a quelques subtilités. La plus importante, c'est celle-ci. Le modal, en tant que tel, il existe qu'au présent. Il y a quelques exceptions qu'on va voir après, mais les modos n'existent qu'au présent. Pour les autres temps, on utilise des quasi-modos. C'est plus facile à retenir avec cette image-là. Par exemple, need to, c'est un quasi-modal qu'on va utiliser pour transcrire la notion de besoin. J'ai besoin de faire ça dans les temps autres que le présent. Have to, ça passera pour l'obligation. Be allowed to pour l'autorisation. Be able to pour la capacité. Et c'est tout. Ça nous en fait assez pour les quasi-modos. Maintenant, on va s'occuper des vrais modos. Alors on va les voir bloc par bloc. Il y a plusieurs blocs. Ils sont cohérents. Il ne faut pas hésiter à faire pause pour prendre le temps d'assimiler toutes les informations. Toutes les classes n'ont pas besoin de tous les modos en même temps. Donc, sachez lesquels vous avez croisés avec moi en cours et du coup desquels vous aurez besoin demain pour le contrôle. Can, can't, could. D'abord, can et can't. C'est très simple, l'un est l'opposé de l'autre. On passe de la permission à l'interdiction, de la capacité à l'incapacité, de la probabilité à l'improbabilité. C'est très clair. Si je prends le premier exemple, la permission, est-ce que je peux ouvrir la porte, puis-je ouvrir la porte? Ça devient l'interdiction. You can't camp here, il est interdit de camper ici. Tout simple.
Maintenant, on va comparer can et could. On remarque que dans could, je ne prononce pas le L. Tous les mots anglais qui se terminent en O-U-L-D, je ne prononce pas le L. Et on aura d'autres exemples après. Could, c'est une des exceptions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le passé de can. Donc can, on ne peut pas le mettre lui-même dans une phrase au passé, mais could, on peut. Ça représente aussi quelque chose, en tant que modal, qui nous parle de la légère probabilité. Alors qu'avec can, on avait la probabilité, donc on est un petit cran en dessous. Avec can, on est peut-être, il est possible qu'il vienne, 50-50. Could, il se pourrait qu'il soit à la piscine. Vous voyez, en français, on n'est pas au conditionnel, on est moins sûr de ce qui va se passer. Pour l'instant, on va s'arrêter sur can, et on va observer une image avec une phrase, et on va devoir deviner, vous allez devoir deviner, quelle valeur de can est utilisée dans la phrase. Est-ce que c'est la permission, la capacité ou la probabilité? Observons l'image. La question nous dit « Can you see it ?» Du coup, est-ce qu'on nous parle de notre capacité à voir quelque chose sur l'image, de la probabilité qu'on voit quelque chose sur l'image, ou de la permission de voir quelque chose sur l'image? On est logique. C'est notre capacité à voir que sur cette image, qui est coupée en deux à l'horizontale, la ligne de l'eau, c'est un espèce d'axe de symétrie qui nous permet de voir de gauche à droite un parent et un enfant en train de prier. Donc là, can, c'est est-ce que vous êtes capable de voir ce qu'il y a là? C'est une de ces valeurs. Deuxième bloc de modo, plus court, plus efficace, must et mustn't. Extrêmement logique, l'un c'est l'obligation, l'autre on lui met note, c'est l'interdiction. Il n'y a pas plus clair que ça. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est must en tant que très forte probabilité. Qu'est-ce que ça peut être la très forte probabilité? Nouvel exemple. You must be truly desperate to come to me for help. Cette image-là, il faut la remettre au contexte. Elle est issue du dernier film Thor The Dark World, et donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le personnage qu'on voit droit devant nous, c'est Loki, le frère un peu maléfique, malsain de Thor, qui a toujours tendance à se lancer dans des affaires un peu crapuleuses, etc., et qui donc là a été emprisonné par Thor. Thor, on le voit un tout petit peu sur la gauche, c'est ses cheveux blonds et son oreille qu'on voit. Et donc ce que Loki dit à Thor, c'est qu'il doit vraiment être très désespéré pour venir lui demander de l'aide. Le must, il est là pour dire, il y a de grandes chances que tu sois très désespéré pour venir me demander de l'aide. C'est là la très grande probabilité donnée par must. Nouveau bloc. May et might. Ils vont ensemble, ils se ressemblent beaucoup. Il y en a juste un, might, qui est toujours un cran un peu plus extrême. Vous voyez que may c'est la permission, might c'est la permission très polie. May c'est aussi l'éventualité. C'est la même chose que la probabilité. 50-50% de chances que ça se passe. Might c'est un cran au-dessus, la grande incertitude. Si on prend un exemple pour might, on va s'arrêter plus longtemps sur celui-là. On a cette image, très drôle. I think this might be photoshopped. Là, vous êtes en droit de vous dire que on n'est pas au premier degré. Au premier degré, si on traduit, je pense qu'il est probable que cette image soit photoshopée. On est d'accord, il y a 100% de chances que ça a été photoshopé. Du coup, là, on est dans l'ironie, c'est pour ça que le might passe. Je pense qu'il y a une très faible chance que ça ait été photoshopé. Ça nous permet de voir might dans le bon contexte. Si on voulait la corriger de façon littérale, quel modèle il faudrait qu'on mette? Si je pose la question, c'est qu'on vient de le voir. La bonne réponse, pour dire je pense que ça a certainement été photoshopé, c'est I think this must be photoshopped. Si vous l'avez compris, c'est très bien, on continue. Il nous en reste peu, et c'est pas toujours les plus utilisés, notamment ought to. Il est là, il est joli, on s'en sert quand même vraiment pas souvent. La preuve, c'est que vous remarquerez que dans les exemples, il n'est pas là. Il a cependant exactement le même sens que should. Should, à nouveau, vous n'entendez pas de L. O-U-L-D, mais je le prononce pas. Should.
La valeur de should, c'est le conseil. Et quand la phrase est au passé, le regret ou le reproche. C'est logique. Si vous prenez le premier exemple, you should take an umbrella. Tu devrais prendre un parapluie, c'est un conseil. Si maintenant ma phrase elle est au passé, you should have taken an umbrella. Tu aurais dû prendre un parapluie, ça veut dire que c'est votre mère qui vous engueule parce que vous venez de rentrer complètement trempé. Et donc c'est un reproche. Si la phrase on la transpose à votre personne, j'aurais dû prendre un parapluie, je suis rentré complètement trempé, on est dans le regret. C'est la même valeur, ça dépend juste du temps de la phrase. Maintenant, will et sa négation won't, shall et sa négation shan't. Ce sont globalement les deux mêmes. Shall, je vais expliquer dans un deuxième temps quand est-ce qu'on l'utilise, mais c'est quand même peu fréquent. Dans will, on a deux notions. Le futur, il y aura une autre vidéo plus tard sur l'utilisation et la construction du futur, et aussi la notion de volonté. Donc si on prend le premier exemple, will you stay for dinner? Il y a deux questions françaises dans cette question anglaise. Est-ce que tu resteras pour dîner? Et est-ce que tu veux rester pour dîner? Avec will, on a ces deux questions-là dans la même. C'est du 2 en 1. Même chose dans la réponse. She will see you. C'est à la fois, elle accepte de te voir, elle te verra, et elle en a envie, elle veut bien. On a les deux ensemble. Suggestion négative, ça revient au conseil, you shan't do that, tu ne devrais pas faire ça. C'est simplement la négation d'un conseil, il n'y a rien de plus logique. Shall maintenant. La différence entre will et shall, c'est que shall a une notion et une force plus puissante, presque sacrée. Où est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'on le voit utiliser le plus souvent? Shall, c'est dans la Bible, dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas le crayon super joli de ton voisin de classe, etc. C'est ça la différence. Shall, c'est un cran au-dessus. C'est plus puissant. Et donc dans la vie de tous les jours, shall, on l'utilise quand même très très peu. Dieu l'utilise, mais c'est pas le seul. Gandalf l'utilise aussi. Et c'est le meilleur moyen de se retenir. You shall not pass. Vous ne passerez pas. Mais la bonne nouvelle, pour nous, c'est qu'on a révisé. Et du coup, we shall pass. Parce que pass, c'est à la fois le verbe qui signifie passer, traverser, mais aussi le verbe qui signifie réussir son contrôle.